Le député de Kent North. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et merci à notre collègue d'Albert qui a annoncé qu'il prenait sa retraite. C'est définitivement aussi notre plaisir de l'entendre une dernière fois. Je dis pas ça, c'est pas une blague, c'est sérieux. Malgré les différences ici dans la Chambre, les discours de notre collègue d'Albert ont définitivement su être intéressants pendant les années qu'on a passées ici ensemble. Et donc, je le remercie pour ça. Par contre, une des choses qu'on ne voit pas de la même façon, c'est la qualité de ce budget-là. Ça, c'est une des choses qu'on a peut-être une divergence d'opinion. Le budget est clairement un déjà-vu. C'est un budget qui ressemble au budget précédent. Je pense qu'on l'a entendu souvent dans les analyses de budget. Ce n'est pas une surprise venant de ce gouvernement ici les quelques dernières années. Mais c'est quand même, c'est pas une surprise, mais c'est quand même surprenant dans le sens où on a tellement de défis majeurs au Nouveau-Brunswick qui demandent notre attention et de voir un budget qui manque d'idées, qui manque de vision. Je me dis que des gens soient dans cette position-là de pouvoir prendre des décisions qui pourraient avoir un impact positif sur les citoyens et les citoyennes de cette province ici et qui refusent de le faire, c'est déconcertant que des gens peuvent être dans cette position-là sans prendre plus ou de mettre le maximum d'efforts. Et c'est peut-être là, Monsieur le Président, qui est mon problème avec le budget, c'est que je ne ressens pas qu'il y a un maximum d'efforts. Je pense que c'est un minimum d'efforts. On va essayer de faire le strict minimum, mais le strict minimum n'est pas assez, surtout pas à l'époque qu'on vit présentement. Moi, bien sûr, je représente une très belle circonscription, la circonscription de Kent-Nord, qui s'étend tout le long de la côte, tout le long de l'intérieur des terres, et qui va s'agrandir à la prochaine élection. Il y a un bout que je vais perdre, et donc, so I do want to take the time. We all know there's going to be an election in 2024, and so this is the last budget that I will be representing the fine people of Bass River, Bass River Point, Targetville, Ford's Mill, Browns Yard. Those are all communities that are changing, riding during the next election. So I definitely want to send a great shout out to those fine people. Les gens de Sainte-Anne-de-Kent aussi, où je partageais avec le député de Kent-Sud. Il y a un chemin à Sainte-Anne-de-Kent, lui il a un côté, moi j'ai l'autre. Là, on a arrangé ça, Kent-Sud pourra garder l'entièreté de Sainte-Anne. Et malgré que ça me fait de la peine de perdre ces citoyens-là et ces citoyennes-là, je me dis qu'à la fin de la journée, c'est mieux pour cette communauté-là d'être rassemblés ensemble. Et donc, ça, c'est pas un problème, Monsieur le Président. Je vais bien sûr tenter ma chance. On va tous, ceux et celles qui se représentent aux prochaines élections, je ne pense pas que c'est sans surprise qu'avec beaucoup d'ambition et beaucoup de fierté que je me lancerai dans la prochaine élection. Et j'aurai le beau défi d'aller gagner le support des gens de la communauté d'Escouminac
et de Baie-Sainte-Anne. Et donc, j'ai très hâte à relever ce défi-là et d'aller à la rencontre de cette population-là, dont j'ai déjà, bien sûr, su rencontrer à plusieurs reprises parce que, encore une fois, nos communautés sont côtières, se ressemblent, sont une à côté de l'autre. Donc, en représentant Pointe-Sapin, ça a été souvent le cas que j'ai dû me rendre à Escoumminac. Je pense, entre autres, pour l'anniversaire du triste événement de la grande tempête qui avait eu lieu il y a quelques années. Il y avait eu l'anniversaire, le triste anniversaire pour cet événement-là, et où j'avais eu la chance de donner un discours, Monsieur le Président. Bon, cela dit, ce budget ici, comme je disais, est vraiment le strict minimum d'effort. Et même si tu es en désaccord avec certaines idées, je pense qu'on est capable de reconnaître quand un gouvernement fait tout ce qu'il peut pour changer une situation. On le connaît, on le sait, Monsieur le Président, dans nos circonscriptions, on a des enjeux dont on sait qu'est-ce qui est la bonne étape à suivre, qu'est-ce qui est la bonne chose à faire. Mais il y a des choses, soit des législations, des lois qui sont désuètes, qui font en sorte qu'on ne peut faire les changements nécessaires, même si on sait qu'il faut qu'il y ait un changement de fait. Et donc, je pense que les citoyens reconnaissent toujours lorsqu'on fait un effort maximal. Et cela dit, ce gouvernement ici ne fait pas un effort maximal dans plusieurs des enjeux à laquelle nous sommes affrontés. Je vais commencer parce que ce matin, la ministre de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches a touché une corde sensible pour moi. Une corde très sensible. Et j'entends de plus en plus ce gouvernement ici répéter, Monsieur le Président, des lignes de communication qui leur sont données par leurs confrères fédéraux, s'attaquant à la taxe carbone tout court. Et s'il y a une ministre ou un ministre de ce côté-là qui devrait comprendre l'impact des changements climatiques sur les citoyens et les citoyennes de cette province ici, c'est cette ministre de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches. Ça fait très longtemps qu'on le sait que le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques a de la difficulté à comprendre l'impact des changements climatiques. Mais la ministre de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches représente les citoyens et les citoyennes de cette province ici qui sentent cet impact-là le plus intensément et à chaque jour. Encore, je parlais avec les pêcheurs juste lundi. J'ai rencontré les pêcheurs du tchè de Logie-Croft, un des deux tchès qui est situé à l'intérieur du parc national Couchibouquoc. Et une des choses dont on parlait, c'est les événements météo extrêmes. Les journées de vent qui montent à chaque année. Donc, il y a moins en moins de jours de pêche. L'impact que le réchauffement de l'eau est en train d'avoir sur le stock de homards. L'impact sur les pêcheries partout dans la province. J'entendais ma collègue tantôt parler des crevettiers puis les défis qu'eux autres sont en train de vivre. Parler d'agriculture, Monsieur le Président, les sécheresses. On a eu des années de sécheresse, des années sans pluie, et ensuite, l'année passée, on a eu une année avec le plus de pluie qu'on n'a jamais eu depuis très longtemps. Il y a certaines régions de la province qui n'ont même pas été capables de faire une coupe de foin
complète tellement qu'il y avait de pluie. Puis qu'on a une ministre qui ose se lever pour parler contre ce qui est prouvé scientifiquement d'avoir le plus grand impact positif pour contrer les changements climatiques. C'est déplorable. C'est déplorable. C'est extrêmement déplorable parce que les gens qu'elle représente ressentent cet impact-là jour après jour après jour. Et donc, ça a touché une corde sensible. Parce que lorsqu'on est sur le terrain puis on parle aux agriculteurs puis aux pêcheurs, c'est pas de la taxe carbone qui me parle. Le seul temps qu'ils parlent de la taxe carbone, c'est s'il y a du monde comme eux qui sont là pour crier « taxe carbone, taxe carbone, taxe carbone ». À un moment donné, tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. Ce que les agriculteurs et les pêcheurs là me parlent en premier, c'est ça. C'est les sécheresses. C'est les événements météo extrêmes. C'est la fréquence des ouragans. C'est les journées de pêche perdues. C'est les cultures perdues. C'est la difficulté grandissante de faire de l'agriculture et de la pêche ici dans nos territoires. C'est ça qui me parle en premier habituellement. Et donc, c'est pour ça que ça me déçoit énormément. Énormément, M. le Président. La pêche, c'est une de ces choses-là qui est partagée entre le fédéral et le provincial. Je rêve encore que notre département s'ouvre. Ça fait longtemps que je le dis, puis je vais continuer de le dire, puis ce n'est pas à cause de cette ministre ici, c'était les ministres avant, ça fait 40 ans, 50 ans, c'est comme ça. Le ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches se voit uniquement comme un ministère de développement économique axé sur l'agriculture, l'aquaculture et les pêches. Mais moi, je crois sincèrement que ce ministère-là devrait se voir de façon beaucoup plus importante. My wish is that this department sees itself as a department that has a bigger role than just economic development. This is also the department that should be thinking about feeding New Brunswickers. How do we transform, process our things here in New Brunswick and feed New Brunswickers? And yes, we will export. But to have vibrant agricultural communities, we need a critical mass. And that is what we are losing in New Brunswick because of failed agricultural policies. We are losing critical mass. There's less and less farmers everywhere because it is harder and harder to win your life without farming. StatsCan talks about 80% of farmers having to work outside of the farm. This is completely unacceptable. It's completely unacceptable that farmers can't actually make a decent living out of farming. There were things put in place to help family farms. We could talk about how do you call that in English? Management. La gestion de l'offre. Quota management. This was put in the 70s. I've talked about this in the House many times. It was put in the 70s to ensure that farmers could live from their production. But what we did is that we concentrated those quotas. If we look at the chicken industry in New Brunswick, there's not many families living off of that anymore. There's a few individuals living from that. But family farms are not able to pay the bills because of that anymore. And that is something that I think is extremely scary.
Because agriculture is not only feeding families, it's also occupying the territory. I think I heard in a member statement this morning that, you know, farming, fishing, and trucking are the lifelines of our lifeblood of our rural economies. Maybe in some parts of the province. But even then, even when I go in the parts where there's a lot of farmers, farmers are telling me we are up to here and we are drowning in our own stuff. 80% of farmers have to work off farm. 99% of farms have to have go get some kind of off-farm revenue. This is Stats Canada telling us. Off-farm revenue, the 99%, the reason it's high, let's analyze it. That could mean a farmer using his tractor to open a neighbor's yard. That's off-farm revenue. So that's 99%. I could understand that a lot of farmers will use their equipment to do, you know, a little bit of business around them. That makes sense. But the 80% of farms having to subsidize farming with an off-farm revenue, that doesn't make any sense. You're not going to convince me of that. And if we don't watch out, this is what's going to be happening to fishermen. I wish that we had a department that would go and, you know, ferociously defend independent fishers from Ottawa. Not this hype and loud noise about the effects of, you know, fighting climate change and their weird little intellectual, you know, dead end. That's a dead end. That's a dead end. Yeah. Instead of axe the tax, like I said, we should cut the, you remember the word. I don't. Cut the crop. Cut the crop. Cut the crop. Let's cut the crop. Right? So, and again, see, they're chirping about it, but when we talk about this to farmers, again, I will repeat it and repeat it and repeat it. What I hear about is droughts. Go talk to the Sussex farmers, what they think about the flooding. Oh yeah, the carbon tax is flooding Sussex. Everyone, I have an announcement to make. The carbon tax has flooded Sussex. That's what the Minister of Public Safety thinks. The carbon tax has flooded Sussex, people. You know, watch it. Watch out, right? Watch out. The carbon tax is lighting fires in BC. Yeah, that's what's happening in this country. Si ce que le gouvernement ici voulait sincèrement aider les fermiers, ce qu'il ferait, c'est passer une loi, le droit de réparer, the right to repair. That's maybe where they should be putting their energy. Because that's where farmers are being, and fishermen are being gouged right now, is by big corporate entities that are inventing tools that we cannot access to fix our own equipment. That is something that's sincerely happening right now and that this government refuses to look at. I haven't seen nothing here. Yes, you can. You're the minister. I can't help that. I can't help that. Mr. Speaker, the Minister of Agriculture just said she cannot help farmers in this province. Why is that, Mr. Speaker? Maybe they have a boss. Members, let's have some decorum here, and member, just speak to the chair, and members, please. Oh no, yeah. Please refrain. Thank you. So, to make sure I said it well, Mr. Speaker, the Minister of Agriculture just said she can't help farmers. Speaking to you. She can't help farmers, and that does not make any sense. If we wanted to help farmers, we wanted to help. Why is that? Point of order. Point of order, Mr. Speaker. The member opposite is taking words and putting them in another member's mouth who is not at a microphone. So therefore, there is no way to prove or disprove what he's saying. So he shouldn't be imputing the motives of another member during his speech.
Member, stick to your speech, please, and Thank you. Maybe if they'd stop chirping, I'd stop misinterpreting the words. Right to repair. That's what I was talking about. Right to repair. The right to repair, Mr. Speaker. The right to repair tools that is needed on the farms, that is needed in those fishing boats. The right to have manuals to understand the technology that is inside, because we are seeing more and more increased technology into these tools, integrated in these tools, and companies are willingly keeping the manuals close to them for the only reason that they want us to go through them to get everything fixed, all the parts, not taking good decisions about which parts have to be changed and which parts can be fixed. This is what is adding increased cost on farms. I don't see this government talking about, you know, axe the corporate greed. Man, that would be a great slogan. I'd love that one if we could hear about it. Let's axe the corporate greed, Mr. Speaker. Thank you. Bon, parlons de sécurité publique aussi. Ça aussi, j'en ai parlé ce matin. Monsieur le Président, la sécurité publique, encore une fois, quand on va parler avec les experts et les expertes, une des choses, puis moi je pense sincèrement qu'il n'y a aucune raison pourquoi est-ce que même moi et ce gouvernement ici pourrait être en désaccord avec ça. De rendre les données des crimes publics pour qu'on puisse être capable de cartographier les crimes. Puis ça se fait dans d'autres juridictions, même que ça se fait ici même à Fredericton. La force policière à Fredericton cartographie les crimes. Puis ce que ça fait, Monsieur le Président, c'est que ça aide les communautés à rester vigilants. Puis c'est très prouvé, les études en criminologie démontrent que lorsqu'il y a des crimes qui arrivent, ça arrive souvent en poche. Puis ça arrive aux mêmes endroits. Donc ça va arriver à quelques kilomètres. Donc quand on sait, en tant que communauté, qu'il y a une série de crimes en train d'arriver dans une place, bien peut-être que je vais décider, Monsieur le Président, puis on parle de vol d'auto, des choses comme ça, vols d'auto qui sont en augmentation de 51 % dans la province depuis que ce gouvernement ici est au pouvoir. Ce gouvernement ici est au pouvoir, 51 % de plus de vols de véhicules. Puis là, ils essayent de se faire à croire qu'ils sont le gouvernement, dans le fond, qui combattent le crime. Je vais être honnête avec vous, Monsieur le Président. Quelque chose qu'ils sont incapables de faire de l'autre côté. C'est circonstanciel. La montée de 51 % n'est pas directement liée à leur faute. Je l'ai dit. Pareil comme beaucoup des choses qui se vantent d'avoir faites n'est pas lié à leur politique. C'est lié à une situation ici au Nouveau-Brunswick où on a vu une montée fulgurante, de la population qui a mis une pression incroyable sur nos services publics. Si il y a quelque chose qui est leur faute, c'est leur manque d'investissement dans notre infrastructure publique pour soutenir cette croissance de population-là, Monsieur le Président. Cela dit, de rendre accessibles les données et de cartographier les crimes, je ne suis même pas capable d'avoir une réponse de ce gouvernement-là sur quelque chose qui me semble qu'on pourrait même être d'accord dessus, de donner plus de pouvoir à nos communautés pour pouvoir prévenir le crime. Le problème avec ce gouvernement ici, c'est qu'il est tellement pris dans son petit carcan de punir tout le monde autour d'eux autres, qui se concentre sur bâtir des nouvelles prisons, qui se concentre sur ajouter de la bureaucratie qu'on n'a pas besoin. J'ai encore entendu ce matin le ministre venir à la défense. J'ai dit en chambre, et je l'assume, les Néo-Brunswickoises ne sont pas satisfaits du service qu'ils reçoivent de la GRC.
Ils ne sont pas satisfaits. Du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout, Monsieur le Président. Est-ce que ça, c'est une attaque aux policiers et aux policières? Absolument pas. Mon père a été policier de la GRC toute sa carrière. Il a fait une très belle carrière dans la GRC, Monsieur le Président. En fait, si ce gouvernement ici respectait les policiers et les policières, il les écouterait lorsqu'ils les disent « On a besoin d'autres ressources. On n'est pas formé pour le genre d'appel qu'on se fait envoyer dessus. On nous envoie sur des appels où ça prendrait des psychologues et des travailleurs sociaux. Mais on nous envoie, nous, des agents de la GRC qui ont une formation qui est autre. On a besoin des équipes multidisciplinaires qui sont plus ancrées dans nos communautés, qui aient une présence communautaire de ces forces policières-là et que les policiers ne soient pas juste des gens en costume de policier, mais soient aussi, comme je le disais ce matin, des entraîneurs, des équipes de hockey, comme n'importe qui d'autre, dans le fond. Mais c'est très difficile lorsqu'il n'y a aucun policier. Je sais que dans le comté de Kent, la grande majorité des policiers habitent à Moncton et à Dieppe. Et viennent, pas parce qu'ils veulent venir dans le comté de Kent, parce qu'on les envoie dans le comté de Kent. Travailler un shift ici puis là. Puis il y en a avec qui j'ai la chance de parler, qui connaissent les enjeux locaux, et se disent impuissants parce qu'ils ont très peu de ressources autour d'eux autres. Les policiers qui habitent dans la région sont très minoritaires. Et leurs collègues ne comprennent pas les situations locales dans les communautés. Ils sont incapables de créer des relations avec certaines personnes peut-être clés. Ça me fait revenir au slogan que le gouvernement a choisi. Plus fort que jamais. Plus fort que jamais. En agriculture, moi, je ne connais pas un agriculteur qui va me dire qu'on est plus fort que jamais. Si tu vas voir les pêcheurs, ils ne se disent pas qu'ils sont plus forts que jamais, tout de suite. Il y a des grandes inquiétudes, des inquiétudes qui sont réelles. Monsieur le Président, et le gouvernement provincial a un rôle à jouer dans assurer que des solutions sont trouvées aux doléances des pêcheurs. On a besoin de mettre la pression sur le MPO, le ministère des Pêches et Océans, pour que les réglementations nous ressemblent beaucoup plus ici dans les provinces atlantiques. J'ai entendu le congrès, c'est-tu le congrès de l'UPN qui a eu lieu en fin de semaine, Monsieur le Président, les pêcheurs qui demandent moins de centralisation à Ottawa et une décentralisation vers les provinces atlantiques. On a une situation qui est la nôtre ici. On a des enjeux qui sont les nôtres. Et avec raison, on a besoin de plus d'agents du ministère des Pêches et Océans ici sur le terrain. Ça, c'est les pêcheurs eux-mêmes qui me le disent. Parlons de logement. Je ne connais pas une personne locataire d'un logement qui me dit qu'il est plus fort que jamais. Monsieur le Président. Le prix des loyers a augmenté de 41 % depuis que ce gouvernement ici est au pouvoir. 41 %. Ceux qui vont mieux que jamais, là, ceux qui sont plus forts que jamais, c'est des firmes d'investissement en Ontario. C'est des firmes d'investissement en Colombie-Britannique. C'est des firmes d'investissement aux États-Unis, en Inde, un peu partout dans le monde. On vit dans un monde globalisé. Mais je sais que chez nous, dans le comté de Kent, il y a beaucoup des logements locatifs qui ont été achetés, qui n'ont pas été achetés par des particuliers. Ça a été acheté par des firmes d'investissement.
Puis il y en a qui ont été vendus et revendus. Il y en a un en particulier que je pense, qui avait été appartenu par une personne locale toute sa vie. Il s'est viré de bord, il a vendu ça à un investisseur de Moncton, pensant qu'il faisait la bonne chose. Vendre ça à un investisseur de Moncton, c'est quand même proche, puis tout ça. Puis cet investisseur de Moncton-là s'est viré de bord et en même pas 6 mois, a revendu double le prix à un investisseur hors province. Qui ce qui a payé? C'est les locataires. C'est les locataires, M. le Président, parce qu'il n'y a aucune réglementation, il n'y a absolument rien qui arrête les firmes d'investissement de payer des prix faramineux pour s'accaparer d'unités de logement. L'accès à la propriété, moi je fais partie d'une génération qui a de plus en plus de misère à accéder à la propriété. Le prix des maisons a monté 2 fois. Ça a doublé depuis que ce gouvernement est au pouvoir. Les salaires n'ont pas doublé. La capacité d'achat n'a pas doublé. Là, je voyais un article l'autre jour, j'ai même pas lu tellement que j'ai été choqué par le titre. C'était quelque chose comme les personnes âgées qui restent dans leur... Vous avez peut-être vu cet article-là, là, les personnes âgées qui restent dans leur logement fait en sorte que l'accès à la propriété est difficile. Mais quelle analyse, toi! Mais voyons donc. Il y a des façons qu'on pourrait contrer ça. Pourquoi est-ce que les acheteurs ont encore le droit de faire des offres secrètes? Donc, en rendant les offres transparentes, on ferait baisser la pression sur l'achat des maisons. Ça, c'est quelque chose que d'autres juridictions ont déjà fait. Puis ce que ça a un impact positif pour les gens qui habitent dans ces quartiers-là. On ne parle pas ici de limiter quel individu peut acheter une maison ou pas. Mais on doit avoir des règles parce que ce qui est en train d'arriver, c'est finalement c'est la monopolisation de nos communautés. Les gens qui ont la capacité d'acheter ou de construire sont les mêmes et en construisant obtiennent de plus en plus de capacité. Puis tous les gens autour en obtiennent de moins en moins parce qu'on est dans un monde globalisé et donc il y a des gens qui sont prêts à payer des prix extrêmement surévalués pour des propriétés ici en jouant le jeu du hasard, en espérant qu'un jour ils pourront revendre cette propriété-là pour un profit. Lorsqu'on bâtit une maison, puis c'est encore comme ça. Puis je pense, I think it's like that in a lot of communities in New Brunswick. When people build a house, anyone who lives in a rural community, maybe cities is a bit different, I get it. Lifestyle in cities is a bit different, but there are people that still do it in cities. But let's talk about really remote rural areas, like where I live. If someone builds a house, and Mr. Speaker, I would say where you live also, if someone builds a house, they're probably building that house to live their whole life in it. They're not building that house to sell it for profit in 2 years. But we make no difference of that. And I don't have the answers. I don't have the definite answer. But why aren't we talking about that? Because when people build a house to live in it their whole life, and they're being evaluated around, people that are just swapping houses, that hurts our communities. That really hurts our rural communities, Mr. Speaker. And I think we need to think about it. I sincerely think we need to think about it. Ça m'amène sur des réformes fiscales. L'impôt foncier. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir la conversation sur l'impôt foncier? L'impôt foncier, c'est une des taxes les plus punitives pour la classe ouvrière. C'est une des taxes les plus injustes
pour la classe ouvrière. Comment est-ce qu'on définit la classe ouvrière? La classe ouvrière se définit par une classe de gens qui ont besoin de leur salaire pour payer pour leurs besoins de base. Logement, nourriture et l'électricité, des choses comme ça. OK? Donc, il y a beaucoup de gens qui font partie de la classe ouvrière, beaucoup plus de gens qu'on pense. Mais, lorsque la taxe, l'impôt foncier avait été mis en place, on parle de 1000 années passées, okay? On parle de là, très, 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 très longtemps. Même avant que 1867, là, il y avait déjà des taxes foncières, l'impôt foncier en Europe et tout. Bon, quand on a mis ça en place, pourquoi c'était là? C'était parce qu'on voulait, finalement, que surtout les villes protègent nos terrains en milieu rural et tout ça. Et donc, il fallait payer une taxe pour recevoir un certain nombre de services. À cette époque-là, l'entièreté des avoirs de quelqu'un était probablement dans de la terre, dans de la propriété. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. La classe ouvrière, oui, a encore quasiment l'entièreté de leurs avoirs, leurs biens, dans de la propriété foncière. Tandis que les gens qui ont de l'argent, OK, ont la majorité de leurs épargnes dans des comptes d'épargne libres d'impôts. Et donc, le plus d'argent qu'on est capable de mettre dans des comptes d'épargne libre d'impôts et tout ça, le moins finalement qu'on est taxé sur nos avoirs que la classe ouvrière qui a l'entièreté de ses avoirs dans la propriété foncière. Et donc, je crois, encore une fois, qu'il y a lieu d'avoir une réflexion. Il y a lieu de réfléchir, d'arriver à une réforme fiscale qui permet aux municipalités de continuer à offrir les services, tout en ayant un système d'impôt foncier qui ne traite pas quelqu'un qui est capable d'acheter de la propriété avec son change de fonds de poche, de la même façon qu'une famille qui doit hypothéquer absolument tout pour accéder à leur première propriété. Il y a une différence entre ces deux personnes-là. Et c'est pour ça que lorsque j'entendais, il y a quelques années, le débat, le faux débat, selon moi, sur la double taxation, je trouvais ça très malheureux, la simplicité que ce gouvernement ici a emprunté sur ce débat-là, de la double taxation, parce qu'il ne s'agit pas nécessairement d'une double taxation. À la fin de la journée, ça reste un incitatif pour aider des gens à accéder à leur première propriété. C'est là qu'on va vivre dedans. En anglais, ils ont deux mots. En français, je ne sais pas si on a vraiment... on pourrait dire une maison et un foyer, peut-être. A house and a home. Une maison et un foyer, il y a une différence. Moi, je rêve du jour où on va accorder plus d'importance au foyer qu'à juste l'accumulation de plusieurs propriétés. Quelqu'un a le droit d'accumuler plusieurs propriétés, mais il ne va pas être traité de la même façon parce que ce n'est pas nécessairement le foyer. Le foyer, c'est un lieu que tout le monde devrait avoir le droit. Absolument, tout le monde dans la société devrait avoir un toit sur sa tête. J'ai même pas parlé, j'ai parlé un petit peu de changement climatique, pas assez certainement, mais je veux parler de chemin avec ma dernière minute. De chemin. Moi, je comprends pas. Partout dans la province, on se promène. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de standards? On devrait avoir des standards sur des chemins, puis financer ces standards-là. Puis si les standards sont trop élevés, parlons-nous-en. Et si on est pour mettre des chemins, puis laisser le monde se bâtir dessus, pour l'amour du Saint bon Dieu, occupons-nous-en. Puis ça, c'est
des budgets que gouvernement après gouvernement après gouvernement, puis ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est l'auditeur, c'est le vérificateur général. C'est un des départements qui est sous-financé pour arriver à ces standards-là, Monsieur le Président, Thank you, member. année après année. The Deputy Leader, Russ Schmidt. Merci, Monsieur le Président. Mr. Speaker, to begin, my colleagues and myself acknowledge that New Brunswick is situated